Bonjour à tous les gars, donc comme je vous l'avais promis, une petite vidéo pour vous expliquer les savoirs et les savoir-faire qui concerneront la première interrogation. J'espère qu'elle pourra vous servir à bien comprendre l'ensemble des infos et que vous pourrez avoir un maximum de points grâce à elle. Si jamais vous avez encore le moindre petit doute, le moindre questionnement sur les infos que vous devez étudier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le Padlet et j'essaierai de vous aider du mieux possible. Ça va? Bonne écoute à vous les gars! Alors voilà, comme je vous l'avais promis, on arrive dans la leçon. La première page n'est pas étudiée, c'était juste un endroit qui vous servait pour l'auto-évaluation, donc on peut directement passer à la 2. Alors, premier savoir-faire, la lecture de cartes. Alors, pour la lecture de cartes, pour l'interrogation, je ne vais pas vous redemander telles quelles les réponses en tout cas, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous sachiez refaire les mêmes exercices avec une autre carte. Donc, je risque très certainement de vous redemander d'identifier le titre de la carte, d'identifier là ou les légendes de la carte et également de m'identifier la source du document. Donc, la source du document, je rappelle, c'est bien celui qui produit le document, celui qui crée le document. On doit savoir d'où le document vient pour pouvoir identifier et comprendre s'il est fiable ou non. Alors, identifie une donnée qui te manque pour que cette carte soit parfaitement géographique. Souvenez-vous, cette carte est certes très utile et nous informe quand même sur pas mal de choses, mais il manque une donnée cruciale, c'est l'échelle. Donc là, même si on voit que l'échelle est quand même bien respectée, il faut qu'elle soit affichée pour qu'elle soit parfaitement géographique. Alors, cite au moins 3 informations de manière générale que nous présente cette carte. Là, même explication qu'au début. Je risque très certainement de vous demander, repère les informations que nous montre cette carte. Donc là, il faudra que vous puissiez bien analyser chaque information qu'il se trouve sur la carte et lire aussi surtout les informations précisément. Ne lisez pas la carte en diagonale sans vous attarder sur chacun des éléments. Là, vous risqueriez de perdre de vue les informations que je vous demande. Alors, le thème principal de cette carte, bien là, c'est dans le même style de question que ce qu'il y a juste au-dessus. Bien lire les informations et les analyser. Alors, identifier les différentes légendes utilisées pour représenter les informations. Donc, il y a différents types de légendes, souvenez-vous, c'est ce qu'il va servir, en tout cas pour représenter les informations sur la carte. On ne note pas l'ensemble des informations telles quelles sur la carte. On va les représenter par tout un tas de petits trucs, ça va, on peut le dire comme ça, pour ne pas que la carte soit surchargée. Si on avait noté toutes ces informations-là dans la carte en elle-même, on n'aurait plus pu voir les informations correctement. Donc, on choisit de remplacer ces informations-ci ou ces informations-ci, soit par exemple par des couleurs, voilà, par des symboles ou également par des numéros. Alors, sachez bien également que l'on peut utiliser d'autres types de légendes, on peut utiliser des abréviations, on peut également utiliser des lettres, donc bien garder en tête toutes les légendes que l'on peut utiliser pour représenter les informations sur une carte. Ensuite, cite 2 autres légendes qu'on peut utiliser, donc ça concerne toujours les légendes. Et ces questions-ci, concerne également l'analyse de la carte en elle-même. Donc là, j'insiste bien, c'est primordial, bien analyser la carte et repérer toutes les informations une par une, pas une lecture diagonale de la carte de manière superficielle. On continue. Savoir-faire, utilisation de l'atlas. Alors je sais bien que pour certains, l'atlas est un outil qui sort d'un autre temps, que peut-être vous pensez que l'atlas c'est juste bon pour les vieux, eh bien détrompez-vous. Vous aurez toujours besoin, d'une lecture de carte. Si par exemple, maintenant, votre GPS ou votre smartphone vient à tomber en rade, vous devrez fonctionner à l'ancienne et utiliser une carte et lire les informations. Donc c'est vraiment primordial de pouvoir le faire. Alors regardez, ici, pour la question 1, on vous demande quelles sont les 2 portes d'entrée principales afin de rechercher une information. Souvenez-vous, les 2 portes d'entrée se localisent d'abord au début de la classe. Au début, ce sera la table des matières et ensuite, à la fin de la classe, l'index. Alors, 2 utilisations différentes. Si je cherche un lieu précis
comme par exemple la ville de Liège, la ville de Bruxelles, un pays, la Belgique, l'Italie, un fleuve, l'Amazone, la Meuse, je vais le chercher dans l'index. Si au contraire, je cherche un thème, un sujet, comme les précipitations mondiales, comme par exemple l'espérance de vie moyenne dans les pays, comme le revenu moyen par habitant, je ne sais pas, j'imagine, eh bien là, j'irai le chercher dans la table, oui, dans la table des matières. Alors, entoure la bonne réponse. Les deux types de cartes, en tout cas, que je vous demandais de connaître, c'était la carte physique et la carte politique. On les distingue l'une et l'autre, car elles ne nous montrent pas les mêmes informations. La carte physique va concerner en tout cas tout ce qui est élément naturel. La carte politique, toutes les décisions humaines qui sont en rapport avec l'organisation de notre monde et qui est dépendant en tout cas des êtres humains. Donc, par exemple, je ne sais pas, la chaîne de montagne, l'altitude, ça va, ce sera une carte physique. Tandis que les pays, les communes, les provinces, là, ce sera plus une organisation qui est politique. Bien faire la distinction entre les deux. Alors, en utilisant l'atlas, là, vous aviez des exercices. Peut-être réexercez-vous chez vous. Là, pour chercher des capitales, pour chercher des pays, lieux précis, donc je vais dans l'index. Pour chercher ce genre de choses, ce genre d'informations, et qu'on est plus dans des sujets, je vais le chercher dans la table des matières. On continue toujours notre petite explication sur les savoir-faire. Réaliser une carte de synthèse. Alors, pour réaliser une carte de synthèse, il faut absolument que vous reteniez, en tout cas, 5 choses primordiales. Là, j'en ai mis que 4. C'est vrai que j'aurais pu en rajouter une cinquième d'ailleurs. Tenez, hop, je le fais. Alors, première chose qu'il faut toujours faire pour réaliser une carte correcte, c'est indiquer un titre. Ça va? Si vous n'indiquez pas un titre, votre carte n'est pas exacte. Ensuite, deuxième chose, si vous n'indiquez pas les sources, ça va, que vous avez utilisées, votre carte n'est pas complète non plus. Toujours bien veiller à utiliser une légende pour représenter les informations, ne rien noter directement sur la carte en elle-même. Bien utiliser également une échelle si jamais cela s'avère nécessaire et également indiquer l'orientation de la carte. L'orientation, c'est simplement mettre les points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Ça va? Alors ensuite, là on vous demande de replacer les informations, ça c'est de la pratique, donc je ne vais pas m'y attarder non plus. Là maintenant, pour les savoirs, et c'est là que ça devient un petit peu plus complexe et important, parce que ça, c'est vraiment de l'étude. On vous parle de latitude et de longitude. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la latitude et la longitude vous permettent de vous repérer dans l'espace que représente la Terre. Donc, chacune de ces deux informations sera exprimée en degrés, avec également une indication concernant l'orientation. La latitude concernera tous les parallèles horizontaux. Donc, je répète, la latitude, ce sera les parallèles qui sont horizontaux. Tandis que la longitude, ce sera les méridiens qui sont verticaux. Retenez bien ceci, ça va? Alors, on vous dit que le lieu de référence pour la latitude, le parallèle de référence ou méridien. Eh bien, comme on sait que la latitude, ce sont les parallèles qui sont horizontaux, le lieu de référence, ce sera l'équateur. Tandis que pour la longitude, comme ce sont les méridiens qui sont verticaux, le lieu de référence sera le méridien de Greenwich, qui passe par l'Angleterre. On vous demande également de connaître les lignes remarquables. Ces lignes n'existent pas réellement. C'est l'être humain qui a décidé qu'elles se trouvaient là pour organiser, en tout cas, et mieux se retrouver dans son espace. Donc là, l'équateur se trouvera au milieu de la carte. Ensuite, le méridien de Greenwich se trouvera pas au milieu, mais pour être un peu plus précis, si on pouvait le dire, c'est le méridien 0. Et également, le parallèle 0 sera l'équateur. Ça va? Et plus on va dans les parallèles, on va dire au nord ou au sud, pareil pour la longitude, plus on va dans les méridiens
à l'est ou à l'ouest et plus le nombre de degrés augmente. On vous demande également de tracer le tropique du Cancer en bleu. Le tropique du Cancer se trouve à une latitude nord. C'est le premier parallèle qui se trouve juste ici. Tandis que le tropique du Capricorne, lui, se trouve à une latitude sud. C'est ce parallèle-ci. Ça va? Bien retenir la disposition de chacune de ces lignes remarquables. Ensuite, les différents plans et paysages. Là, il faudra les connaître également pour pouvoir le faire sur une autre photo, pas celle-ci. On vous demandait de délimiter les différents plans sur la photo. Donc retenez, comme je vous l'ai expliqué, le premier plan, l'avant-plan, c'est ce qui va être à proximité directe, ce qui va directement être visible, ça va, et le plus proche de nous. Ensuite, avec la première démarcation, ce sera le moyen plan, se trouve pas à proximité directe et se trouve après l'avant-plan. Donc c'est ce qui va regrouper plus ou moins la moitié de l'image dans ce cas-ci. Et ensuite, l'arrière-plan, c'est ce qui est vraiment au fin fond de l'image, au fin fond du paysage. Et donc dans ce cas-ci, c'est le volcan qui est juste ici. On vous demande de tracer la ligne d'horizon. Je vous le redemanderai également pour l'interrogation. La ligne d'horizon, c'est la séparaison entre la Terre, ça va, entre guillemets, et le ciel. Donc là, ce sera le dernier point visible entre la Terre et le ciel. Ça va? On vous demande de caractériser cette ligne d'horizon. Alors, rectiligne, c'est une ligne d'horizon qui sera tout à fait droite. Donc si je prends par exemple tout dessus de l'image, juste ici, le dessus de l'image est rectiligne. Mais ce n'est pas la ligne d'horizon, mais ça c'est rectiligne. Alors, une ligne d'horizon ondulée, eh bien moi, je prends toujours l'exemple de comme si c'était quelques vagues. Les lignes sont un peu adoucies, ce qui fait que ce n'est pas vraiment brisé. Brisé, c'est comme si vous aviez vraiment des lignes qui sont dures, qui sont vraiment abruptes. Ça va? Alors, les deux types de vue, soit elle est aérienne, donc elle est prise sans toucher le sol, soit elle est au sol, en touchant le sol. Alors, en rajoutant une petite précision que le type de vue, donc la manière dont on regarde, peut soit être horizontale, donc on va regarder de manière droite vers l'horizon, soit elle peut être verticale. Je me plais souvent à dire que c'est comme si on faisait du parachute et qu'on regardait vers le sol. Vous êtes la tête en bas et ça regarde bien droit vers le sol. Et enfin, oblique, on est légèrement penché. C'est comme si on regardait avec cette photo-ci, légèrement de manière inclinée, soit vers le sol, soit vers le ciel. Mais pour les photos géographiques, ce sera tout le temps vers le sol. Alors, nomme les deux types de paysages qui sont visibles juste ici. Là, on est en présence d'un paysage qui est urbain. Le paysage urbain se caractérise par la présence d'habitations. C'est un endroit où on vit, une ville. Secondement, ici, cette image vous montre un paysage qui est rural. On sera là plutôt à la campagne. On verra beaucoup de végétation, des champs, une activité agricole. Maintenant, sachez bien qu'il y a d'autres types de paysages. Il peut y avoir un paysage totalement naturel, un paysage industriel qui vous montre plutôt des industries. Alors, les savoir-faire directs. La différence entre un fleuve et une rivière. La rivière, ça va, se jette dans un autre cours d'eau ou se jette dans un fleuve. Ce n'est qu'un affluent finalement, ça va. Un fleuve, lui, va toujours se jeter dans un océan, une mer ou un golfe. Donc la différence n'est pas tant dans la grandeur, mais bien dans l'endroit où ces deux-ci aboutissent. Les deux mouvements de la Terre maintenant. La Terre possède deux mouvements. Soit elle tourne sur elle-même, c'est ce qu'on appelle la rotation, soit elle tourne autour du Soleil, et c'est ce que l'on appelle la révolution. Si vous m'expliquez juste ces explications, vous avez la moitié des points, mais il faut pouvoir me citer le terme exact de ces deux choses. Alors enfin, replacer les continents, les océans principaux et la Méditerranée, ça, je vous donne un petit conseil, vous allez sur Google Earth, où vous allez consulter une carte et vous réessayez de replacer ces informations pour bien qu'elles vous restent en tête parce que vous n'aurez pas la classe pour effectuer cette partie. Voilà, maintenant si tu as bien écouté toute cette vidéo et que tu étudies correctement les savoirs et savoir-faire et que en plus tu réalises le test en ligne que je t'ai fourni à l'aide de l'application Wooklap et qui se trouve sur le Padlet de Géo, je pense, sans nul doute,
qu'il y a franchement moyen que tu fasses un maximum à l'interrogation. En tout cas, je te le souhaite, je te souhaite une bonne étude et on se revoit au prochain cours. Merci à tous, au revoir.